Retour à la Terre, comment la crise accentue-t-elle le phénomène? C'est ainsi que nous avons intitulé notre émission ce soir. Nicolas Hazard, vous êtes président fondateur de INCO et auteur de Le bonheur est dans le village. Cette fois-ci, c'est aux éditions Flammarion. Nicolas Hazard, vous, ce retour à la Terre, vous l'avez presque anticipé avec la rédaction de ce livre intitulé Le bonheur est dans le village. C'est une tendance de fond que vous expliquez comment? C'est une tendance de fond d'abord quand on voit que les franciliens, 70% des franciliens disent que dès qu'ils le peuvent, ils partiront de Paris et de sa région. C'est qu'il y a quand même un malaise par rapport aux métropoles, par rapport à la vie qu'on a aux métropoles, le stress qui peut exister, la pollution, les conditions de vie, la qualité de vie, le logement, les difficultés à se loger, le coût de la vie. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a besoin, et beaucoup de citoyens ont besoin aussi de revenir à la terre, revenir à des choses concrètes. Voir que la terre, la ruralité, ça a été pendant des siècles et des siècles un peu la norme, la plus importante, et qu'en l'espace d'un siècle, surtout au cours du 19e et 20e siècle, on a les métropoles et les villes sont devenues un peu l'alpha et l'oméga, l'endroit où on pouvait s'épanouir, l'endroit où on pouvait réussir sa vie, l'endroit des opportunités, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, il y a un renversement, et moi je crois beaucoup que les métropoles sont en train de devenir has-been. Dans votre livre, Nicolas Hazard, on trouve 1001 raisons exprimées par les personnes que vous avez interrogées et dont vous racontez l'histoire pour justifier ou expliquer qu'elles se soient tournées vers la terre et plus généralement la campagne ou les villages, comme vous le dites dans le titre. Donner un sens à sa vie, se reconnecter à soi, réinventer la démocratie locale. Quelles sont les choses qui vous ont le plus surpris lors de votre enquête concernant les motivations des gens qui décidaient de vivre cet exode urbain? Ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même face à une quintuple crise, une crise économique, sociale, sanitaire, environnementale, etc., économique. Et face à cette crise-là, aujourd'hui, on est tous plombés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, que rien ne peut se faire, qu'on est bloqué, on attend de l'Europe, de la nation, on attend un sauveur, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe politiquement pour qu'on sorte de ces crises-là. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, et je l'ai fait juste après la période du premier confinement, c'est la résilience incroyable qu'il y a de ces acteurs-là. Donc 30 femmes et hommes que j'ai pu suivre et qui ont décidé que les choses ne seraient pas aussi négatives qu'on le dit, et ont décidé à bras-le-corps, pas que ça arrive tout cuit dans leur bec, mais de répondre à ces problématiques, à leur échelle bien évidemment, et à celle d'un village. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a toujours l'impression que les solutions vont être macroéconomiques, gigantesques, nationales, il y a un plan national qui va se faire, et après, il y a cette fameuse théorie du ruissellement, où après, ça va permettre à tout le monde de bénéficier de tout ça. Non, c'est les gens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont envie de prendre leur destin en main pour répondre pour trouver des solutions sur les mobilités à la campagne qui sont difficiles, pour réinventer le système de santé, la solidarité pour les seniors, pour permettre de donner vie à des villages, c'est-à-dire ouvrir des écoles, ouvrir des commerces, etc. Donc c'est des solutions qui viennent du terrain. Et c'est des gens qui sont comme vous et moi, c'est des gens ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. C'est-à-dire qui démontrent qu'aujourd'hui, on a les clés pour changer les choses, pour changer le système, et déjà à son échelle, qui est à l'échelle locale, et à partir de là, on pourra créer un effet boule de neige et peut-être changer notre société et notre manière de vivre. Est-ce que vous avez en mémoire une histoire qui vous a particulièrement ému ou que vous considérez comme particulièrement exemplaire de cette démarche? Elles le sont toutes. Honnêtement, ouais. C'est toujours dur. Quel est votre enfant favori? C'est compliqué de répondre à la question. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est une histoire d'un petit village de Dordogne qui s'appelle Saint-Pierre-de-Frugy, où Gilbert, qui est un ancien concessionnaire automobile de Périgueux, est arrivé pour prendre sa retraite à Saint-Pierre-de-Frugy, et les habitants, élection municipale arrive, lui disent nous on a besoin d'un maire parce que notre école vient de fermer, le dernier commerce vient de fermer, et notre village il est vraiment en train de partir à la dérive. Il est venu là, il n'avait pas forcément d'expérience, et il a décidé d'être un peu innovant en créant le premier village qui n'utiliserait pas de pesticides, notamment pour les endroits, les jardins publics, les cimetières, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure, il a fait venir des initiatives, il a tiré une pelote. Et aujourd'hui, ce village a non seulement rouvert une école, a rouvert un collège, a rouvert des commerces, est devenu un endroit qu'on vient visiter depuis le Japon, parce que c'est un endroit phare en termes de comment... C'est un village bio, en vrai.
Et voilà. Et donc, c'est le point commun entre toutes ces histoires-là, c'est que finalement, il n'y a pas de grande vision à la base en disant on va arriver là, mais on a envie de faire des choses, on a envie d'être acteur du changement et on tire une pelote et finalement, de manière systémique, les choses se créent et on peut vraiment changer des écosystèmes et construire. Et ce village est transformé en l'espace de 10 ans. Alors ça, on le retrouve aussi dans les expériences que liste Nicolas Hazard dans son livre, hein, Le bonheur est dans le village. Il est question notamment il y a un chapitre, hein, permettre à un agriculteur de vivre dignement. Vous expliquez que quand il y a trop de maillons, non seulement l'argent se perd, mais enfin il est un peu réparti, on ne sait plus qui le prend. En tout cas, c'est rarement l'agriculteur qui le prend. Et surtout, il y a une perte de sens, c'est-à-dire du travail que l'on fait. C'est-à-dire que si on est réduit on n'est qu'un maillon parmi d'autres, on fait une petite tâche qui n'a plus de sens, on comprend plus ce qu'on fait, quoi. Exactement. Alors, il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de bosser dans le conseil, la com ou dans plein d'autres secteurs où en fait c'est ce qu'on appelle un peu les bullshit jobs où à la fin on ne sait pas vraiment à quoi on sert et où on est là juste pour le système et pour le faire avancer. Moi je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit sur, moi je suis parfaitement d'accord sur les transitions et ce qui a été dit par Flavie aussi sur la transition numérique et sur la fibre. Mais pour moi, ça, c'est catastrophique. Pour moi, c'est une honte. Honnêtement, c'est une honte nationale ce qui existe et ce qui est en train de se passer là-dessus. Moi, je veux bien qu'on parle des débats sur la 5G pour nous dire que finalement, on serait un peu des Amish parce qu'on se pose la question sur la santé de la 5G, etc. Quand on regarde la couverture numérique, on est des Amish, oui. On est des Amish quand on est hors des grandes métropoles, honnêtement. Oui. Donc moi, je veux bien qu'on ait la 5G en plus, mais honnêtement, en plus, moi, je vois les pubs des grands opérateurs, c'est toujours 95%, 98% de couverture. Alors moi, je sais pas où ils sont allés et où ils vont faire leurs mesures. Pas aux mêmes endroits. Mais oui, si je grimpe sur le toit de l'église et que je mets mon téléphone et que je le tends bien haut, là, peut-être, je risque de capter, effectivement, dans le village. Mais quand on va dans n'importe quel... moi, qui suis souvent à Saint-Bertrand-de-Comminges, dans les Pyrénées, qui est censé avoir la 4G, honnêtement, il n'y a que sur la place du village, et encore quand je me penche, que j'arrive à la capter. Mais sinon, dans les vieilles maisons en pierre, si j'ai de la Edge, c'est déjà fantastique. Ça, plus la fibre, la fibre est en train d'être installée dans le Comminges petit à petit. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on crée de l'activité économique, comment on crée des emplois, comment on crée aujourd'hui, au XXIe siècle, et avec l'importance du numérique, si on n'est pas outillé pour, en fait, c'est déjà tuer des potentiels économiques qui sont gigantesques. Donc, il faut commencer massivement aussi. Bien évidemment, les agriculteurs, tout le monde n'a pas besoin de cette couverture-là, et encore, parce que les agriculteurs de plus en plus sont de plus en plus connectés et utilisent de plus en plus ces nouvelles technologies aussi. Mais pour le reste des activités, aujourd'hui, ne pas avoir de numérique, c'est un handicap fondamental et on ne pourra rien faire si on ne commence pas par là. Je voudrais tempérer un peu tout ça parce qu'effectivement, il y a cet aspect-là qui est tout à fait juste et effectivement, c'est une réalité. Après, et on le voit dans le livre, et tout n'est pas noir ou blanc, mais parmi les plus belles réussites, et on parlait de la Drôme notamment, il y a ce qu'on appelle la Biovallée. La Biovallée, c'est un endroit où 80% plus de 50% des agriculteurs sont en agriculture biologique, plus de 80% des cantines sont amenées par de l'agroécologie, par des produits bio. On a réussi à préserver le fleuve qui est la Drôme de la pollution qui était extrêmement polluée, etc. On a fait vraiment un pôle de compétences, un cluster, même si aujourd'hui on n'ose plus utiliser ce nom-là, autour de l'agroécologie pour inventer des nouveaux modèles. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux années 70 et 80, au mélange qu'il y a eu entre des populations locales et des personnes qui venaient de Hollande, de Suisse, qui sont venues s'installer, qui ont développé des choses intéressantes. Et ce mélange, cette fertilisation, elle a permis d'inventer, d'innover, de créer des solutions et de construire un peu ce qui fait aujourd'hui une grande fierté du territoire, qui est cette biovallée que tout le monde nous envie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange aussi. Et si on veut innover, si on veut créer, si on veut inventer la campagne, les campagnes de demain, l'agriculture, l'alimentation de demain aussi, eh ben, on a besoin d'ouverture, on a besoin de mélange et on a besoin de fertilisation pour que ça puisse se passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la base de cette fertilisation? Parce que quand je vous lis, je vois aussi que le carburant pour changer le monde, vous dites c'est la peur, le ressentiment, le dépit, la colère. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'on peut construire un avenir radieux sur des bases, sur des émotions aussi négatives? Et bien justement, dans le livre, ce que j'essaie et ce qui est le dénominateur commun des 30 histoires des femmes et hommes
que j'ai pu suivre, rencontrer et avec lesquels qui m'ont appris énormément de choses, le point commun, c'est la recherche du bonheur. Le point commun entre ces personnes-là, c'est la quête de sens et la recherche du bonheur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui partent à la campagne aussi parce qu'ils ont envie d'être heureux. Il y a la qualité de vie, il y a cette recherche de bonheur-là. Et on ne peut changer le monde, on ne peut changer les systèmes, on peut être dans un processus d'innovation, à mon sens, que si en même temps on recherche le bonheur et on est passionné par ce qu'on fait et par son métier. Et quand je vois les agriculteurs du pays de Figeac qui inventent des choses extraordinaires autour de l'agroécologie, de l'énergie durable, etc., qui vraiment ont travaillé sur ces questions-là, avant tout, c'est cette quête de sens, c'est pourquoi on est utile et c'est la recherche du bonheur. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que les énergies négatives et les pensées négatives qui finalement sont plus destructrices que créatrices. Pour revenir sur une des histoires qui sont mentionnées dans le livre de Nicolas Hazard, l'histoire de Virginie, diplômée d'une grande école de commerce, donc s'ennuie, elle cherche à donner du sens, on va dire, à sa vie, elle cherche des structures à taille humaine, et puis elle constate un jour il y a un village sur deux en France qui n'a pas de commerce. Et donc, elle va créer ce qu'on appelle des comptoirs, des conciergeries rurales. Et alors là, on fait tout. Hein. C'est la maison qui fait épicerie, poste, cordonnerie, pressing, presse, coiffeur, bar, snack. On vient même boire l'apéro. En fait, on revient au General Store d'il y a 50 ans. C'est... Quelque part, quand on regarde toutes ces expériences, qu'on écoute, qu'on lit, que vous dites... on a envie de dire, alors c'était mieux avant? C'est comme ça qu'il faut résumer les choses? Je ne sais pas si c'était mieux avant. En tout cas, on est allé trop loin dans la mondialisation, en fait. David nous dira tout à l'heure que c'est compatible avec plein de solutions. Mais allez-y, continuez. Enfin, pour moi, on est allé trop loin dans la mondialisation. On est allé dans une ultra-mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo qu'on a poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire que chacun doit se spécialiser là où il est très très bon. Et du coup, on s'est spécialisé sur un certain nombre de secteurs d'activité, sur un certain nombre de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir, même si la France est un peu une exception dans les pays occidentaux, mais en tous les cas, on s'est dit, nous, on est les gens innovants, on est les gens des services, on est les penseurs. Nous, on va être les chercheurs en France et en Europe, on va faire ça. Puis l'usine, elle sera en Chine ou au Pakistan. Donc eux, ça va être les usines. Et puis finalement, l'Amérique latine, ça sera notre verger. Et donc eux, ils feront l'agriculture, etc. Cette espèce de séparation qui a jusque dans les années 90 et encore maintenant d'une certaine mesure, qui est un peu l'idéologie économique dominante. Et en fait, on est allé trop loin. Et ce qui est intéressant dans la période de confinement qu'on a eue et cette période de crise qu'on connaît aujourd'hui, crise de recommencer, c'est qu'on s'est dit, ah ouais, peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin. C'est-à-dire que quand il s'agit de tout fermer et qu'on s'est dit, comment on va s'alimenter? Est-ce que les supermarchés ils vont être ouverts? Et que moi, mon avocat du Mexique, est-ce que je vais pouvoir encore le consommer, etc. Est-ce que c'est possible? Là, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on regagne en autonomie. Il faut qu'on relocalise, il faut qu'on démondialise. On retrécisse les circuits. Et qu'on retrécisse les circuits. Donc, ce qui est vrai pour l'alimentation, et donc il y a plein d'exemples là-dedans, les circuits courts, les AMAP, on en a parlé, ce qui existe. Les gens se sont rués sur les AMAP et sur les drives fermiers pendant le confinement. Mais c'est vrai aussi pour moi, dans l'industrie, il y a des choses, il y a une belle histoire, Romance sur Isère, Thomas qui crée un jean 100% français, etc. Donc le jean qui est le symbole de la mondialisation, qui en a refait un produit qui est créé en France, etc. Voilà. En fait, il faut re-questionner tout ça et à mon avis, il faut se démondialiser un petit peu. Alors pourquoi je vous ai proposé ce sujet? Parce que pour que ces initiatives fertilisent et se multiplient, on a besoin parfois d'exemplarité. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Puis quand on voit ça, est-ce que ça fait tant rêver que ça? Pardon, mais il y a un monsieur qui avait un salaire a priori relativement confortable qui doit aujourd'hui faire très attention. Une dame qui a deux boulots parce qu'il faut mettre du beurre dans les épinards. Enfin, c'est dur, quoi. Alors, qui doit intervenir? Les pouvoirs publics pour aider? Enfin, je résume ma pensée, ça fait pas forcément hyper envie, quoi. Peut-être à vous. Alors, oui, non, mais enfin, comme j'étais pas le seul à penser ça, non, moi j'ai pas la main verte. Mais comme j'étais pas tout à fait le seul à penser ça, oui. Bon, voilà. Non, mais voilà, il y a un truc d'exemplarité. Est-ce que les pouvoirs publics
la question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce que les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer pour réellement aider? Je sais qu'il vous arrive, je ne sais pas si on peut le dire, de conseiller certaines personnes qui ont du pouvoir, notamment au niveau européen. Est-ce qu'elles sont attentives à ce genre de choses et prêtes à aider, finalement, à accompagner cette révolution? Parce que j'ai l'impression que les gens, ils vont un petit peu seuls, quoi. Le problème, c'est que il y a deux choses. C'est que déjà, il faut bien comprendre, et sinon on va faire peur à beaucoup de gens, que aller vivre à la campagne, aller dans la ruralité, c'est pas forcément être agriculteur. Enfin, je veux dire, on peut faire beaucoup d'autres choses qu'agriculteur, et c'est tout l'enjeu justement, c'est de développer plein d'activités, de secteurs économiques, les centres-bourgs, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein d'exemples dans le livre d'ailleurs, dans plein de métiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, enfin, moi, la manière dont on traite aujourd'hui les agriculteurs est absolument incroyable. Quand on voit le taux de suicide qu'il y a chez les agriculteurs, quand on voit que une grande partie vit avec en dessous du SMIC en bossant 15 à 16 heures par jour, oui, mais c'est ça qui peut faire peur, précisément, etc. aux gens. Ah bah bien évidemment, c'est un métier extrêmement dur que j'ai pas exercé, mais je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est un métier qui est très très dur, et la manière aujourd'hui dont le système est organisé, y compris ce qu'on appelle la PAC. Aujourd'hui, dans la PAC, donc la politique agricole commune, qui est censée donner des orientations et aider les agriculteurs, la part, par exemple, qui est donnée à l'agroécologie, elle est minuscule par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, on fait des grands discours sur l'agroécologie, etc., sur tout ce qui est permaculture, qui est très, très à la mode, etc. Mais in fine, d'avoir des aides, c'est très compliqué, il faut les avancer. Enfin, c'est des avances de trésorerie, et donc c'est dur, et il faut dire la vérité aux gens. En tout cas, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, la manière dont on traite les agriculteurs, y compris... alors, on aime bien aller au salon de l'agriculture, passer 10 heures à aller tâter le cul des vaches, c'est une bonne chose, mais derrière, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une profession qu'on laisse beaucoup à l'abandon, et on ne fait vraiment pas grand-chose pour eux. Donc oui, moi, c'est un des premiers scandales qui existent. Certes, l'agriculture en France doit se réinventer. Aujourd'hui, on est sur une concurrence du prix, c'est-à-dire qu'on est un agriculteur français, il est en concurrent avec l'agriculteur croate, américain, espagnol, etc. Qu'aujourd'hui, il faut aller plus sur de la transformation, sur de la montée de gamme, et qu'il y a des choses à faire, certes, mais en tous les cas, ça doit être une grande cause nationale, et on doit vraiment réinventer ce métier qui est le plus beau métier du monde.